Donc là, ça va être deux plénières avec Thierry Richard avec Thierry Pichard, pardonnez-moi, Thierry Pichard qui revient avec grand plaisir ici parce que maîtrise donc de sciences techniques 1985 et en fait c'était la dernière promo avant l'école d'ingénieur. Donc c'était ça. Donc diplômé de l'ENSIP et puis qu'il a eu par une VAE, donc par une validation. Et aujourd'hui, donc dans un bureau d'études qui est Antena Group, et donc ingénieur conseil, donc chez Antena Group. Et là, bah, vous allez disserter sur la révision de la direction des eaux résiduaires urbaines. Donc là, on va aussi apprendre plein de choses. Moi, je me mets dans la salle et, cher Thierry, je vous laisse opérer. Merci. Vous m'entendez tous? Alors, je vais en profiter. Je vais poser une petite question à l'ensemble de la salle. Alors, je vous demanderai simplement de lever le bras. Quels sont ceux qui avaient plus de 20 ans en décembre 1994? Bon. Ah ouais. Non, c'était simplement pour savoir ceux qui avaient connu ce qui s'était passé avant cette directive de 91. Hein, et donc transposée en 1994, ce qui veut dire que la majorité des personnes qui sont dans la salle n'ont connu que cette directive. Alors, cette directive, la présentation que je vais faire aujourd'hui, c'est des premiers éléments de compréhension sur le texte qui a été voté. Le calendrier prévisionnel, hein, pour recaler un petit peu tout ça, puisque ça va nous impacter dans les prochaines années. Et puis partager un certain nombre d'interrogations et essayer d'y répondre, on n'a pas forcément. Et puis un peu comment s'y préparer. Par contre, on a focalisé les impacts uniquement sur la conception des systèmes de traitement. C'est-à-dire qu'on n'abordera pas le pendant de l'eau potable sur l'accès à l'eau qui va arriver avec l'accès à l'assainissement. Ça, on ne l'abordera pas aujourd'hui parce que malheureusement, on n'a pas le temps. Donc, on va rapidement balayer le contexte et un certain nombre de termes hein, sur les traitements primaires, secondaires, tertiaires, quaternaires qui ont déjà été abordés ce matin, mais qu'il va falloir repréciser dans le cadre de cette directive. Parler de neutralité énergétique, hein, on en a déjà parlé ce matin, voilà comment on va pouvoir faire. Et puis l'économie circulaire, réutilisation, valorisation des boues et des ressources, et puis quelques conclusions. Alors sur le contexte, la directive a été de 91 a été adoptée en 1991, en mai 1991, a été transposée en décembre 1994 dans la première transposition. Et puis en 2019 seulement, donc c'est-à-dire quand même un certain temps après, pratiquement 30 ans après, eh bien, il y a eu une évaluation de cette directive qui a été faite avec un certain nombre de constats et d'axes de progrès. Notamment, les constats, c'est qu'on avait 98% des ERU qui étaient collectés dans l'Union européenne et 92% des eaux qui étaient traitées. Donc finalement, on aurait pu se dire, bon, on peut s'en contenter. Eh bien non. Parce que cet état des lieux a montré que toutes les collectivités en dessous de 2000 habitants, le temps de pluie, les micropolluants, les microplastiques constituaient d'autres sources de pollution urbaine. Et puis, entre-temps, entre 1991 et aujourd'hui, il y a eu le pacte vert européen. Et donc, la directive eaux résiduaires doit s'aligner sur cette partie-là. Et puis, des problèmes de gouvernance, donc avec une mise en cohérence avec d'autres directives et d'autres politiques environnementales notamment. Alors, le chemin vers cette nouvelle directive, bon, il y a un certain nombre de choses que vous savez déjà. Il y a eu un accord du Parlement et du Conseil en janvier 2024, un premier vote du Parlement le 10 avril, une correction juridique qui est intervenue cet été. La commission environnement du Parlement l'a adopté le 3 octobre, donc c'est tout frais. Le Parlement devrait voter aujourd'hui ou dans les jours qui viennent la version corrigée par les juristes. Et ensuite, ce sera au tour du Conseil de l'Europe, vraisemblablement fin novembre, de voter ce texte. Et ensuite, la publication au journal de l'Union européenne devrait arriver
on l'espère, d'ici à la fin du premier trimestre 2025. Transposition qui interviendra dans 30 mois, suivant la publication de la directive, donc c'est-à-dire on devrait l'avoir pour la fin du troisième semestre de 2027. Donc, ce qui fait qu'entre le début de l'année prochaine et fin 2027, il va y avoir un peu de travail sur la transposition. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il y a un certain nombre de terminologies et de points d'attention qui vont un petit peu changer, puisque ce qu'on appelait traitement tertiaire, qui était bien souvent le traitement complémentaire du phosphore, eh bien, le traitement tertiaire, dans la nouvelle directive, c'est le traitement de l'azote et du phosphore. Donc ça, c'est un premier point. Et la directive introduit ce qu'on appelle le traitement quaternaire, qui portera sur le traitement des micropolluants. Et puis, ce qu'il faut aussi retenir de cette directive, c'est que pour faire de la simplification, ben, ce n'est pas le cas, puisqu'on parle à la fois de capacité en équivalent habitant, à la fois sur les capacités de station ou des capacités d'agglomération d'assainissement. Donc, on ne parle pas forcément de la même chose et donc ça peut avoir des impacts. Alors, je vais passer rapidement sur le traitement secondaire, mais tout simplement, le traitement secondaire, il va devenir obligatoire au-delà de 1000 équivalents habitants, au lieu de 2000 aujourd'hui. Donc, ça va avoir un certain nombre de changements. Et puis, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on pourrait remplacer la DCO par le COT. Bon, par contre, pour quelques anciens comme moi, je vais avoir du mal à m'adapter. Retrouver mes repères entre la DCO et le COT. Oui, non, mais je plaisantais, Bernard. Donc voilà. Sinon, alors, les principales nouveautés, c'est sur le traitement de l'azote et du phosphore, c'est que ça va devenir obligatoire pour toutes les stations, mais c'était un peu le cas, qui sont au-delà d'une capacité de 10 000 équivalents habitants. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, ce traitement de l'azote et du phosphore, il est obligatoire uniquement à partir du moment où on rejette en zone sensible à l'eutrophisation. Dans le cadre de cette nouvelle directive, au-delà de 150 000 équivalents habitants pour les stations qui font plus de 150 000 équivalents habitants, eh bien, ça sera obligatoire que l'on rejette en milieu sensible à l'eutrophisation ou non. Ce qui veut dire aussi que si on prend notre littoral méditerranéen, eh bien, toutes les stations qui font plus de 150 000 vont devoir se mettre en conformité, notamment pour le traitement de l'azote par nitrite dénitrite. Et puis pour les autres, bah, ça va rester un peu la même chose, c'est-à-dire entre 10 000 et 150 000, eh bien, on va rester, lorsqu'on rejette en zone sensible à l'eutrophisation, eh bien, on devra mettre en place ce traitement du phosphore. Bon, les échéanciers, c'est, allez, on va dire 2039 pour les plus grosses stations, plus de 150 000 équivalents habitants. Là, il faudra avoir fait la mise en place de ce traitement de l'azote et du phosphore. Et pour les agglomérations, entre 10 000 et 150 000, eh bien, on a une petite marge supplémentaire puisqu'on pourra aller jusqu'à 2045. Au niveau du traitement, bah, vous étiez habitué à NGL10, à NGL15. Eh bien là, on va passer de... NGL15 va passer à NGL10, hein, pour grosso modo entre 10 et 150 000 équivalents habitants. Et on va passer à 8 mg litre pour les stations de plus de 150 000. Donc, une petite marge supplémentaire, ce qui ne va pas forcément aller dans le sens de la neutralité énergétique dont on va parler tout à l'heure. Et puis pour le phosphore, bah là encore, on passe de 2 à 0,7 pour les plus petites. Et puis pour les plus grosses, on va passer de 1 à 0,5. Bon, il y en a déjà certains qui y sont, voire moins. Donc voilà. Maintenant, une nouveauté, le traitement quaternaire, donc c'est-à-dire que le traitement des micropolluants. Eh bien, là aussi, une obligation pour toutes les stations qui vont être supérieures de capacité supérieure à 150 000 et pour les agglomérations de 10 000 à 150 000 équivalents habitants, si elles sont dans des zones qui sont à risque pour la santé humaine ou l'environnement, avec là aussi les mêmes échéances que pour le traitement de l'azote, c'est-à-dire 2039 pour les plus petites et 2045 pour les plus grands. Alors, on va faire un petit focus sur les agglomérations entre 10 000 et 150 000 équivalents habitants, tout simplement parce que c'est celles qui sont concernées si elles sont dans des zones à risque. Alors,
D'ici 2030, c'est-à-dire que fin 2027, on aura une transposition en droit français. D'ici à la fin 2030, il va falloir définir les zones à risque. Donc, grosso modo, 3 ans pour le faire. Et ces zones à risque, eh bien, ce sont quoi? Ce sont des bassins versants dans lesquels on va avoir des zones de baignade ou des captages d'alimentation en eau potable. Ça peut être aussi comment ça s'appelle, des lacs, des rivières où on a des taux de dilution qui sont très très faibles. Là, le choix était de dire quand le taux de dilution est inférieur à 10, eh bien, on considère qu'on est dans une zone à risque. Et puis ensuite, on va voir des zones spéciales de conservation, des eaux côtières, des eaux de transition, des eaux marines. Donc finalement, je pense qu'il vaudra mieux faire la preuve qu'on n'est pas dans une zone à risque, et ce qui sera certainement le plus difficile à faire, puisque sinon, quasiment tous nos bassins versants seront considérés comme à risque. Et puis, ce n'est pas quelque chose qui va être figé dans le temps, c'est-à-dire que 2030, on fait un premier état des lieux, et ensuite, une première mise à jour en 2033, et ensuite, tous les 6 ans, on refait cet état des lieux, ou plus fréquemment, si ça devient nécessaire. Pour le traitement quaternaire, là, pour le coup, c'est une bonne surprise. On va attendre quand même la transposition pour voir ce qui va arriver. Mais aujourd'hui, on partirait sur un traitement qui serait basé sur le traitement à partir d'une liste de 12 molécules, hein, donc, qui sont réparties en 2 catégories. Une catégorie de substances très facilement traitables et une catégorie de substances pouvant facilement être éliminées. Je ne rentrerai pas sur la différenciation entre les deux parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas la faire. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fin de compte, on pourrait choisir à minima 6 molécules, sachant que grosso modo, il doit y en avoir 2 fois plus dans la catégorie 1 que dans la catégorie 2. Donc, on peut panacher un petit peu comme on veut, mais à minima 6 molécules. Et on fait un calcul sur l'abattement. Un abattement qui est calculé sur la moyenne des rendements. C'est-à-dire que c'est pas, et ça sera 80% pour cette moyenne. C'est pas 80% par molécule. C'est-à-dire qu'on peut avoir des molécules à 90, d'autres à 70. L'important, c'est que la moyenne des molécules qui sont traitées soit à 80%. Une petite précision, ce calcul ne se fait que sur le temps sec. Alors après, comment ça sera transposé en droit français ? On va attendre, puisque notamment sur le temps de pluie, les exigences, elles étaient à concurrence du temps de pluie, alors que c'était pour les exigences des CE, alors que ce n'était pas forcément ce qui était demandé dans la DRU. Ensuite, une nouveauté, la neutralité énergétique. Alors, neutralité énergétique, c'est un objectif 2045 pour toutes les stations qui vont être d'une capacité supérieure à 10 000 équivalents habitants. Alors cette neutralité énergétique, c'est un des points qui va nécessiter quand même beaucoup d'éclaircissements lors de la transposition, puisqu'elle est calculée au niveau national sur toutes les stations de plus de 10 000 équivalents habitants. Et c'est défini, cette neutralité énergétique, comme l'énergie renouvelable totale produite par l'ensemble de ces stations au regard de l'énergie totale consommée par l'ensemble de ces stations. Donc, est-ce qu'on va comparer des kilowatts avec des kilowatts, mais quand on produit des kilowatts qui sont sous forme de gaz, est-ce qu'on va les comparer à des kilowatts électriques qui sont consommés? Aujourd'hui, on n'a pas encore la notion de comment on fait ce calcul. Donc ça, c'est un point qui va être important. Et puis, l'énergie renouvelable, hein, c'est défini par une autre directive donc, qui date de 2018 et qui est considérée comme une énergie qui est produite soit sur site, soit hors site, et qui est produite par les propriétaires ou les exploitants ou pour le compte des propriétaires des installations. Donc là encore, ça complique encore un petit peu le système, donc il va falloir attendre la transposition pour savoir exactement comment on va faire le calcul. Mais en tout cas, l'objectif de neutralité énergétique pour les stations, c'est un objectif important. Mais c'est ce que je disais, en parallèle, on demande de traiter l'azote beaucoup plus bas. Donc, il va falloir trouver un juste équilibre, mais ça ne va pas être simple.
Et puis, dans cette partie neutralité énergétique, eh bien, il y a déjà la première chose, ça va être de réaliser un audit énergétique. Alors, il y a un certain nombre de collectivités qui ont déjà anticipé, qui ont déjà mis en place ces opérations, notamment parce que il me semble que ces dernières années, le prix du kilowattheure avait pris une ascension assez importante. Donc voilà. Donc l'audit énergétique, il va concerner non seulement les stations, mais aussi les systèmes de collecte. Donc un premier audit assez rapidement, et ensuite il doit être remis à jour tous les 4 ans. L'objectif de faire de la neutralité énergétique, c'est pas de dire on consomme de l'énergie et puis on va produire de l'énergie renouvelable en face. C'est un peu comme tout à l'heure sur la question de la réutilisation d'eau. La réutilisation d'eau, c'est pas pour continuer à consommer autant qu'avant. La première des choses dans cette équation de neutralité, c'est comment on baisse la consommation énergétique. Et puis, il va falloir renforcer l'utilisation et la production d'énergie renouvelable. Alors, la directive, elle parle du potentiel de production de biogaz et puis de récupération et d'utilisation de chaleur résiduelle. Sans rentrer forcément dans les détails, mais on peut imaginer qu'il reste à la sortie de la station des quantités de kilowatts à récupérer. Par contre, après, il faut savoir ce qu'on peut en faire. L'objectif, c'est quand même de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Rapidement, sur les échéanciers pour la neutralité énergétique, là encore, la mise en place de cette neutralité énergétique, on a un petit peu de temps puisque l'horizon il est à 2045, mais néanmoins, je pense que ça arrivera plus vite qu'on ne le pense. Un autre volet, alors qui impacte plus ou moins directement les stations, c'est les plans intégrés de gestion des eaux résiduaires urbaines. Mais l'objectif, c'est plutôt de réduire la pollution générée par temps de pluie, un ruissellement sur verse. Et l'objectif, c'est plutôt de privilégier la prévention et puis d'aller vers une meilleure gestion des infrastructures existantes de collecte, de stockage, de traitement, bien entendu. Et puis que les eaux de pluie qui soient polluées soient aussi collectées et traitées. Ça, c'est aussi important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là où on a des réseaux séparatifs, si jamais les eaux pluviales sont polluées, il va falloir les traiter. Et puis, il faut que, et ça, c'est un point qui est très, très important, que les rejets non traités vers les milieux soient minimisés. Alors, cet été, on a beaucoup épilogué sur est-ce qu'on nagera pas dans la Seine ? Ça fait partie de ces choses-là. On peut avoir des super stations qui traitent, qui fonctionnent bien, qui sont même avec des super désinfections. Mais jusqu'à présent, on n'a toujours pas mis les désinfections sur les déversoirs d'orage. Donc, ce qui fait que quand il pleut, on rebalance la pollution avant qu'elle soit traitée. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est de réduire cette pollution par temps de pluie. Alors, c'est pareil, les agglomérations à risque par temps de pluie, il y a des définitions qui ont été mises, mais celle qui est la plus contraignante, c'est d'avoir un flux polluant déversé par temps de pluie qui est supérieur à 2% du flux annuel de temps sec. Donc voilà. Et puis, s'il n'y a pas d'atteinte des objectifs de la VCE ou non-respect des exigences de qualité pour les eaux potables, là encore, ça fait dire qu'on a des risques par temps de pluie. Alors par contre, ce qui est beaucoup plus... Moi, je l'ai trouvé très drôle, c'est la notion d'objectif indicatif non contraignant. Avec une valeur inférieure à 2% de la charge des ERU collectés annuellement par temps sec, atteint en 2045. Un objectif indicatif non contraignant atteint à une date donnée. C'est une obligation ? Là, objectivement, c'est un gros point d'interrogation. Avec mon collègue avec qui on a préparé cette présentation, nous avons deux approches complètement divergentes. Lui, il dit, c'est plutôt, on verra au cas par cas et on fixera l'objectif au cas par cas.
Mais j'ai dit oui, mais 2%, comment on fait? Et moi, je pense plutôt que on fixe l'objectif à 2%, la collectivité définit les moyens, les met en œuvre, et puis au bout du compte, on regarde ce qui se passe, et on regarde si on a atteint les 2% ou pas. Par contre, si on n'a pas atteint les 2% et qu'on a bien mis en place tous les moyens pour y arriver, on ne sera pas attaqué par Bruxelles. C'est une interprétation. C'est ma position à moi. La position de mon collègue, c'est de dire on va mettre des objectifs en fonction de chaque collectivité. Ces plans, eh bien, il y a des objectifs. Alors, comme vous pouvez le voir, les tailles des collectivités ne sont pas les mêmes que tout à l'heure pour les traitements. C'est-à-dire que pour les traitements, les capacités, c'était 10 et 150 000. Là, c'est 10 000 et 100 000. On reste sur la logique actuelle. Et là, pour le coup, pour les collectivités de plus de 100 000, l'objectif doit être atteint à 2039. Donc, c'est un objectif relativement court. Et entre 10 000 et 100 000, ça sera un objectif atteint en 2045. La révision de ces plans intégrés, elle doit intervenir tous les 6 ans, ou moins si jamais c'est nécessaire. Et puis, elle doit aussi s'accompagner d'une réduction progressive des macroplastiques. Voilà. Donc, alors, ce qu'on peut dire sur ces plans intégrés de gestion des eaux résiduaires, ils sont définis en annexe 5 de la directive et ils reposent sur une analyse approfondie de la situation initiale, hein, donc description du système, la modélisation, donc des choses qui existent déjà. Mais par contre, on doit aussi anticiper les changements climatiques et l'impact que ça va avoir. Il faut aussi prendre en compte toutes les mesures de prévention pour limiter les introductions d'eau pluviale dans les réseaux. Alors, si on prend le centre-ville de Poitiers, je pense que ça va être un tout petit peu compliqué, à moins de raser complètement le centre-ville et de reconstruire. Bon, je ne suis pas sûr que Madame le maire de Poitiers soit très d'accord avec cette vision-là. Mais voilà, c'est des mesures d'optimisation, de gestion des infrastructures existantes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir déjà des réseaux avec des bassins, et puis vous les remplissez, puis une fois qu'ils sont pleins, après, on les déstocke. Là, on peut passer dans une approche un peu plus dynamique, c'est-à-dire de les faire fonctionner, y compris peut-être dans des périodes où on ne les ferait pas fonctionner autrement. Et puis, eh bien, il va y avoir des mesures complémentaires qui peuvent être nécessaires pour l'atteinte des objectifs et aussi favoriser les infrastructures vertes et bleues utiles à la biodiversité. Là encore, il y a des endroits où ça va être très difficile. Quand on est sur de l'habitat dispersé en milieu rural, c'est un peu plus simple à faire que quand on est sur de l'habitat urbain dense. Et puis, envisager, le cas échéant, la réutilisation. Donc la réutilisation fait partie aussi des choses qui vont arriver dans la directive. Néanmoins, l'objectif, c'est d'encourager systématiquement la réutilisation. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'avec des objectifs très contradictoires, quand on est en situation de stress hydrique, ce qui peut paraître assez logique, toutes fins appropriées, bon là, il n'y a pas de commentaire spécifique, mais sans compromettre le débit écologique des cours d'eau et sans effet néfaste sur l'environnement et la santé humaine. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation de stress hydrique où votre station rejette c'est le rejet de la station qui constitue le débit de la rivière, faire de la réhute, ça va être très difficile. Donc voilà. Et puis, on parle beaucoup d'irrigation agricole dans cette directive. Alors, c'est en lien aussi avec le règlement qui est sorti un peu plus tôt en 2020. Et puis, on a aussi introduit dans cette directive des possibilités de réduire le traitement de l'azote ou du phosphore si jamais on fait de l'irrigation agricole, avec des contraintes qui sont telles que ça risque d'être un petit peu difficile. C'est-à-dire que si vous dites on va réserver une partie de l'eau traitée avec un niveau de rejet un peu plus bas que prévu,
pour faire de l'irrigation agricole, il va falloir prévoir des capacités de stockage au cas où vous ne pourriez pas récupérer cette eau. Donc 1 an de stockage, ça va être sympathique, surtout sur des grosses installations. Et puis, autre chose, c'est qu'il va falloir réfléchir quand même de manière intelligente, c'est comment je fais une station où je vais concevoir un traitement spécifique pour traiter moins l'azote que sur la partie principale pour faire de la réutilisation. Donc là, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Après, là, je suis déjà rentré dans un problème de conception. Là, on n'est pas dans la réglementation. Mais ce sont des choses qui sont importantes. La directive passe très rapidement sur tout ce qui est valorisation des boues et des ressources, même si elle considère qu'il faut encourager la valorisation de ces ressources qui sont précieuses. Notamment, on parle de réutilisation de l'azote et du phosphore. Donc là, là encore, on retombe sur les problématiques qu'on a abordées tout à l'heure. Par contre, si on peut développer la solution de récupération des urines à la source, on va s'affranchir de beaucoup de problèmes de traitement d'azote, ce qui serait un peu mieux pour les stations. Et puis, l'objectif aussi, c'est de réduire les effets tout en réduisant les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine. Voilà, ce sont des quadratures du cercle. C'est d'un côté, on va peut-être réutiliser l'azote et le phosphore. Alors, comment est-ce qu'on réutilise? Est-ce qu'on recycle les boues, par exemple? Mais auquel cas, avec les autres problématiques associées. Et par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la Commission européenne se réserve le droit de produire des actes délégués assez rapidement derrière la publication de la directive, notamment par rapport à la réutilisation, recyclage du phosphore dans les boues et les eaux résiduaires qui sont pas réutilisées. Alors, a priori, ça serait dans les 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive, c'est-à-dire que si la directive entre en vigueur début 2025, c'est-à-dire que d'ici à 2028, on pourra avoir des actes délégués qui nous précisent comment on doit recycler notamment le phosphore. Donc, en termes de feuille de route, eh bien, je vous ai fait un petit résumé de ce qui nous attend. Et vous apercevez que on a quand même beaucoup d'échéances. 2025, la publication de la DRU. 2027, la transposition pour la fin de l'année. Et dès 2028, on commence déjà à avoir un certain nombre d'obligations réglementaires. 2030, 2033, 2036, 2039, 2045, et j'en passe. Donc voilà, donc un calendrier chargé. Et puis des nœuds au cerveau avec des capacités de station qui sont variables entre 100 et 150 000 en fonction des traitements à faire. Ce qu'on peut dire, c'est que ça va impacter fortement les collectivités d'ici à 2045 sur les nutriments, sur les micropolluants, l'énergie, le temps de pluie, l'économie circulaire, le droit à l'assainissement aussi, parce que c'est une chose qu'il va falloir prendre en compte. Et puis, il reste encore des incertitudes. On en a déjà parlé de certaines. Mais comment on va faire la mise en œuvre concrète de la responsabilité élargie des producteurs, notamment par rapport au traitement des micropolluants, puisque les micropolluants qui sont indiqués, ce sont des phytopharmaceutiques. Point. Donc, on va faire payer l'industrie pharmaceutique qui devrait contribuer à hauteur de 80% de l'investissement et de l'exploitation de ces installations de traitement quaternaire. Bon, comment ça va être mis en œuvre et comment on va l'appliquer, ça va être difficile. L'évaluation de la neutralité énergétique. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, définition d'un objectif indicatif non contraignant atteignable à une date donnée. Eh bien, ça, c'est ce qui reste à voir. Et puis, eh bien, il faut anticiper, c'est-à-dire qu'il va falloir accroître la connaissance des flux, leur variabilité, mieux intégrer l'impact du changement climatique dans tous les projets, et puis analyser le potentiel d'économie circulaire de chaque territoire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, je disais que d'ici 2045, vous aurez quand même 20 ans de plus, les uns et les autres. Donc vous serez insérés donc, dans
dans la vie, dans le mouvement. Bon, retenez un seul truc, c'est, enfin non, pas que ça, parce qu'il y a eu beaucoup de choses extrêmement importantes qui ont été dites hein, par Thierry. L'incertitude est une valeur sûre, c'est tout. On rentre là-dedans, voilà. Bon, alors après, quelles que soient les périodes, après on remet ça, tu remets ça en période historique, hein, donc je suis pas sûr qu'un gamin, vous voyez, qui naissait en 1890, quand il avait 20 ans ou 25 ans, son avenir était aussi dessiné que ça. Donc c'est pas évident. Et là, c'est d'autres choses dont il s'agit, mais c'est vrai que moi j'adore hein, les commissions européennes, tout ceci va changer, etc. Qu'est-ce que l'on va faire? Bon, bref, en tout cas, on a cette question du partage et d'essayer effectivement de polluer le moins possible tout en rajoutant de nouveaux pesticides, mais vous inquiétez pas, parce qu'on va découvrir leur dangerosité uniquement dans 20 ans. Oui, c'est ça. Le programme REACH a été abaissé aussi, je ne reviens pas sur cette histoire-là. Bon, nous allons donc, on va continuer, alors là on va se faire du bien, tenez aussi sur la santé. Définition et évaluation de la pertinence des métabolites de pesticides pour la surveillance sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine. Alors, question, on y va, bien sûr, question. Allez, pardonnez-moi, là j'y étais pas. Ouais, c'est bon, question. C'est parti. Questionnement par rapport, voilà, allez. Amile de Paris, on te passe le micro. Non, attends. Pas la peine. Le petit bouton rouge au cas où. Si, c'est bon. Alors, c'est voilà. bon. Toute petite question. A priori, il faut faire attention au rejet quand on est dans une zone où il pourrait y avoir des pompages d'eau destinés à la consommation humaine ou des activités de conchyliculture. Mais il n'y a aucun paramètre microbiologique toujours sur les rejets ou c'est juste que j'ai mal saisi Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des choses qu'on a volontairement omises parce que malheureusement, si on avait voulu faire une présentation complète, il m'aurait peut-être fallu la demi-journée. Mais il y a une surveillance qui va être mise en place au niveau des stations et notamment il va y avoir une surveillance du virus de la grippe, éventuellement de la Covid si jamais elle revient, des traitements d'antibiorésistance et aussi la poliomyélite. Donc il y a un certain nombre de choses qui vont être introduites en surveillance pour les plus grosses stations, en tout cas, les petites, on y viendra peut-être plus tard, mais voilà. Mais c'est que de la surveillance, il n'y a pas d'objectif comme on peut avoir chez les pays anglo-saxons, moins de 100 Escherichia coli, des choses comme ça. Non, pas pour l'instant, mais ça n'empêche que, je dirais, chaque station est un cas particulier, et donc, en fonction des besoins, on reviendra certainement à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des endroits où on met en place des traitements de désinfection, soit parce qu'on a des eaux de baignade ou des zones conchylicoles. Merci. Je vous en prie. D'autres remarques, questionnements? Bernard. Thierry, rien sur l'ANC, l'assainissement non collectif, ou tu... Pas dans cette directive-là, où il faut que je revérifie, mais là, on est plutôt sur de l'assainissement collectif et on abaisse déjà le seuil de 2000 à 1000. Donc, ça va déjà modifier un peu la vision pour un certain nombre de collectivités. Après, l'assainissement non collectif, c'est pareil. Il y a déjà une réglementation qui existe en France. On va déjà l'appliquer. Après, je pense que c'est pas la peine d'en rajouter un peu plus. On en rajoute déjà suffisamment sur le collectif. On va peut-être éviter trop sur le non collectif. D'autres réactions? Alors, en tout cas, un grand merci, donc, cher Thierry Pichard. Et puis, donc, on va passer à nos métabolites.